Le second chantier sur lequel le ministère de la Justice et de la Sécurité publique appelle le soutien du barreau est l'organisation des élections l'année prochaine afin de doter le pays d'autorités légitimes. Les avocats jouent un rôle capital dans le contentieux électoral. À ce qui fait, le ministère de la Justice propose de soutenir le barreau dans le cadre d'une formation en contentieux électoral au bénéfice des avocats et des avocates. Parallèlement, le ministère travaille sur un projet de création de 3 nouvelles prisons d'une capacité de 5000 prisonniers chacune. Ces travaux rentrent non seulement dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, mais aussi et surtout dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et parlant de sécurité, nous venons de procéder à la rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. La tenue de cette cérémonie solennelle à la Cour de cassation est une historique témoigne de la détermination des forces de l'ordre de reprendre définitivement le contrôle du centre administratif de Port-au-Prince. Cette lutte afin de rétablir la sécurité, qui est la priorité du gouvernement, est une des conditions essentielles à l'organisation des élections. De même, la sécurité est la condition fondamentale pour le fonctionnement de la justice en permettant aux avocats de participer à l'économie du pays activement, sachant que chaque cabinet d'avocats est une micro-entreprise qui emploie environ une dizaine de personnes, sans compter les contributions directes de l'avocat à la DGI. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans, en toute humilité, attirer l'attention du Conseil de l'ordre sur la nécessité de sensibiliser les hommes et les femmes de la Bazoche sur leur rôle essentiel et les valeurs constantes qui gouvernent l'exercice de cette noble profession. L'impératif de protéger de telles valeurs, notamment l'éthique, contre certains comportements. L'avocat, de même que le magistrat, est au-dessus des dérives, même dans ses revendications. Au nom des milliers d'hommes et de femmes qui enfilent quotidiennement avec fierté cette robe immaculée et au nom de la dignité de cette robe, nous avons pour obligation commune et nous sommes appelés à protéger ces deux professions. Car tout sera perdu si les avocats et les magistrats se mettent dans la mêlée. Travaillons ensemble pour une société de justice et de liberté. Je souhaite du succès au Conseil. Je souhaite bonne année judiciaire à tous et à toutes. Merci. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le doyen du tribunal de première instance, Monsieur le directeur de l'unité de lutte contre la corruption, Messieurs les anciens ministres, Monsieur le gouverneur, le vice-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Monsieur les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, consoeurs et confrères, distingués invités, je déclare ouverte la rentrée du barreau. Bienvenue à toutes et à tous à cet événement que nous inaugurons aujourd'hui. Il s'agit d'un moment de réconciliation, là où certaines oppositions ont pu se manifester à l'occasion des élections récentes. Celles-ci ont pris fin, et avec elles, une adversité toute provisoire dont nous espérons qu'elle s'est éteinte.
Il s'agit donc d'un moment de consolidation des relations au sein de la corporation. Car, au-delà de nos différences, il n'est pas de différents. Nous sommes profondément solidaires et comptables d'une même cause, celle de la justice. Mais on ne manquera pas de s'interroger sur une appellation, puisque les avocats ne sont pas à proprement parler officiellement dessaisis de leur fonction d'assistance. Il n'y a pas eu vacance de l'exercice de la profession qui est multiforme. Il n'en demeure pas moins que la rentrée judiciaire ayant eu lieu le premier lundi du mois d'octobre, il pouvait paraître opportun, avant la tenue de l'Assemblée des juges, d'organiser cet événement pour plusieurs raisons dont je vais tenter, d'une voix tremblante, de vous donner une esquisse, car vous l'aurez compris, l'exercice est inédit. Nous tenons en quelque sorte aujourd'hui une manière d'audience qui n'a rien de judiciaire au sens strict du terme. Nous ne sommes pas ici pour plaider la cause d'un client, ou plutôt oui, d'une cliente particulière. Il est question de parler de la justice, non pas dans le cadre du traitement d'un litige, mais sous l'angle du rôle de l'avocat. Il ne s'agira pas ici de bilan statistique quelque peu stérile et ennuyeux, mais bien de considérations ressortissant à l'essence même de la profession. Il ne sera pas non plus question de faire un bilan de santé de l'exercice de la profession en tant que tel, mais de chercher à rendre compte de ceux qui la caractérisent en propre. Quel est donc, sous ce rapport, le sens et la portée de la rentrée du barreau? Il est de coutume de considérer les avocats comme des auxiliaires de justice, car ils participent à sa distribution. Mais au-delà de cette fonction essentielle qui permet au procès d'avoir lieu et de donner un crédit juridique aux décisions de justice, ils réalisent une mission qui dépasse le quotidien dans les prétoires de justice et constitue une pièce essentielle de la création continue du droit dans la vie sociale, économique et judiciaire au niveau national. Le ministre de la Justice l'a rappelé tout à l'heure, et je ne puis que le seconder en cette matière. Mais plus encore, l'avocat est un acteur primordial dans la défense de l'état de droit, lequel a besoin d'être en permanence protégé et défendu, d'où sa responsabilité de dire, traduire, expliquer, transmettre les principes du droit, de faire ressortir son importance, de souligner sa force dans la gestion de la société. Il a ainsi la responsabilité de rappeler que la règle nous protège et nous permet de vivre en société. Il a aussi une bataille à mener en ce sens, y compris contre le tribunal médiatique, ce terrible tribunal de l'opinion qui peut conduire à déconstruire des valeurs aussi fondamentales que la présomption d'innocence. Par ailleurs, l'état de droit supposant que la puissance publique se soumette au droit, l'avocat est un acteur de la gouvernance dans la mesure où les individus, les institutions publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de la loi et qu'il a pour vocation naturelle de leur faire rappel de ces exigences. Ainsi, l'avocat participe de fait à la construction de l'état de droit pour faire reculer les tendances et les dérives vers l'arbitraire. On comprendra donc mieux la signification des mots quelque peu prophétiques du bâtonnier Montferrier d'Orval, s'offrant en holocauste. Car oui, nous exerçons une profession qui peut être sacrificielle dans une société qui a tendance à se désenchanter du droit, notamment en raison de la faillite de l'autorité étatique. Considérons les autres avocats assassinés, le cas du secrétaire du barreau de Fort-Liberté. Oui, une profession sacrificielle si on exerce de manière intégrale
car elle risque de nous mettre dangereusement en face des pouvoirs publics et privés. Or, justement, la rentrée du barreau se fait dans un climat particulier. Nous inaugurons cette rentrée du barreau dans un climat, dans des temps qui bouleversent notre entendement et estompent nos repères habituels. Nous sommes en effet témoins au quotidien de l'amenuisement du territoire étatique au gré d'une guerre que nous ne savons toujours pas nommer, comme disait Machiavel, une pathologie facile à guérir quand on ne la connaît pas encore, mais qui, une fois déclarée, devient, hélas, malaisée à éradiquer. Et alors que dans ce contexte général, marqué par l'incertitude, le processus de relocalisation des tribunaux se poursuit timidement, par tâtonnement dans l'ère métropolitaine, que les tribunaux ne sont pas toujours bien installés, que la justice peine à retrouver son âme, les avocats font face à des difficultés particulières à leur corporation, mais non sans retombées affligeantes sur les justiciables et pour le public en général. Le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, je l'ai rappelé, à plusieurs reprises, s'est entretenu avec les autorités du pouvoir judiciaire, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, nous l'a rappelé tout à l'heure, on a eu l'occasion de le rencontrer, de discuter des problèmes qui se posent aux uns et aux autres et qui contrarient la marche de la justice. Nous sommes tous conscients et nous voulons travailler de manière équilibrée pour repousser en quelque sorte ces difficultés. Nous avons donc émis des réserves, en particulier sur l'accueil et le traitement réservé aux avocats, tant au niveau du parquet qu'à celui de la direction centrale de la police judiciaire. Oui, il n'est pas normal que les avocats ne puissent pas donner assistance à leurs clients. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur l'ambiance prévalente dans l'enceinte même du tribunal de première instance, où les personnages judiciaires non habilités à conduire certaines procédures ont l'impudence de remplacer les avocats eux-mêmes et de contrarier l'exercice régulier de la profession, compromettant en cela la vocation de l'avocat et le sort du justiciable. Une tension entre les avocats et les magistrats, je le dis à titre de rappel, s'est récemment développée et qui a conduit à l'adoption de comportements qui déshonorent la profession. À ce climat délétère est venue s'ajouter la présence anarchique d'avocats en provenance d'autres juridictions, ce en dépit des directives du Conseil et de l'obligation qui est faite de disposer d'un ordre de route. Une telle situation a précipité des formes de protestation inacceptables et ces pratiques non conformes au texte régissant la profession d'avocat, au code de déontologie qui prescrit des relations respectueuses entre les avocats et les autorités judiciaires, ne doivent pas devenir la norme ni se muer en nouveaux standards définissant l'avocature. Les exceptions malheureuses à la déontologie ne doivent pas nous définir. Face à des entraves avérées à l'exercice de la profession, un avocat agissant pour la défense des droits de son client a pour obligation d'utiliser les procédures légales et en dénoncer les atteintes au Conseil de l'ordre. Au niveau du Conseil de l'ordre, précisément, lors de notre premier mandat, nous nous sommes investis dans des programmes de formation initiale et continue